Le temple de Salomon à Jérusalem. Un des plus majestueux édifices de l'Antiquité. Selon la Bible, il est pour les Juifs le lieu le plus saint sur terre et abrite l'Arche d'Alliance. Mais il n'existe aucune preuve de son existence. Les archéologues n'ont jamais mis au jour le moindre vestige. Jusqu'à maintenant. C'est peut-être l'un des artefacts les plus extraordinaires jamais retrouvés. La tablette de Joas. Elle pourrait être la seule preuve de l'existence du temple de Salomon. Il s'agit de l'un des objets de l'Antiquité les plus importants qui ait jamais été retrouvé. Mais pour certains, ces inscriptions ne sont rien de plus qu'une astucieuse contrefaçon. Elle a été fabriquée par quelqu'un. Sa révélation a déclenché une chasse à l'homme nationale et conduit au plus grand procès pour escroquerie de l'histoire judiciaire d'Israël. C'est une histoire digne des plus grands films hollywoodiens. Il y a des espions, des collectionneurs milliardaires, des personnages peu recommandables. Ce n'est pas une banale histoire d'archéologie. Ce n'est pas une banale affaire de meurtre. C'est un récit authentique qui a des allures de film. Voici l'histoire de la tablette du temple du roi Salomon, l'artefact le plus controversé au monde. Soit il est authentique, soit c'est une remarquable contrefaçon. Israël, juillet 2001. Un rendez-vous secret se tient à Jérusalem. Un homme mystérieux du nom d'Itzhak Turiel est venu pour rencontrer le directeur du musée d'Israël. Pour résumer la situation, il y a eu une entrevue digne d'un roman d'espionnage au cours de laquelle un homme qui travaillait pour les services secrets israéliens s'est présenté avec une mallette censée contenir un obscur secret. L'ancien agent secret dévoile le contenu de sa mallette. Une très ancienne tablette en pierre. Elle porte des inscriptions en hébreu ancien. C'était un objet qui avait trait au roi Salomon et au premier temple, ce qui revêt une importance capitale en Israël. Le texte correspond parfaitement aux descriptions faites dans l'inventaire des réparations du temple. Comme n'importe quel bâtiment, il allait tomber en ruine si on ne le réparait pas. Et quand Joas est devenu roi, à l'âge de 6 ans, il a été contraint d'ordonner la restauration du temple. Si la tablette est authentique, elle est l'unique preuve de l'existence du temple du roi Salomon. En 987 avant Jésus-Christ, le roi Salomon, fils du roi David, inaugure le temple sacré. Dans la Bible, il est décrit comme un édifice magnifique, dont la taille et la beauté sont inégalées. Ses murs extérieurs de pierre de taille blanche sont hauts de 15 mètres et épais de 10 mètres. Ces dimensions reflètent la symétrie divine. Le premier temple avait pour but d'éblouir, comme tous les temples de l'Antiquité d'ailleurs. C'était un lieu saint qui se devait d'impressionner les visiteurs. À l'intérieur, le sol et les murs sont lambrissés de bois de cèdre. Les panneaux richement ornés de gravures de fleurs, les palmiers
Et les statuettes d'anges sont entièrement couvertes d'or. Au fond, 2 anges dorés déploient leurs ailes au-dessus d'une des pièces les plus sacrées du temple, le Saint des Saints, la salle de l'Arche d'Alliance. C'était très probablement, à l'exception peut-être du palais du roi, le bâtiment le plus beau, le plus richement décoré et le plus cher que le monde ait connu. 4 siècles durant, le temple de Salomon, merveille de l'Ancien Monde, se dresse à Jérusalem. Mais en 587 avant Jésus-Christ, les Babyloniens envahissent la ville et mettent à sac le temple. Les panneaux de bois qui recouvrent les murs sont incendiés et le temple est détruit par les flammes. Personne ne sait si le temple a jamais vraiment existé. Les Hébreux pensent qu'il était bâti sur le mont du Temple, l'un des lieux les plus disputés de la planète. Le premier temple se situait sur ce qu'on appelle le mont du Temple, à l'endroit où se dresse de nos jours la mosquée Al-Aqsa. C'est donc un endroit qu'il est désormais impossible d'explorer. Et ça laisse toute place à l'imagination quant à ce qui se trouve sous terre. Aucune preuve matérielle de l'existence du temple n'a jamais été mise au jour. Jusqu'à la découverte de la tablette de Tsuriel, si elle est authentique. Elle serait, à mon avis, l'objet le plus important du musée d'Israël. L'objet de l'année, de la décennie, ou même du siècle. Ce serait le seul vestige connu du premier temple à Jérusalem. Donc, en ce qui concerne Israël et le peuple juif, il s'agit probablement de la découverte archéologique la plus importante de tous les temps. Mais avant que le musée d'Israël ne se porte acquéreur, le directeur doit s'assurer qu'elle n'est pas un faux. Où a-t-elle été retrouvée? Certains racontent qu'elle a été découverte dans ce qu'on appelle les écuries de Salomon, sur le mont du Temple. Selon une autre version des faits, elle aurait été exhumée dans un cimetière musulman derrière les murs de la ville. Il y avait de nombreuses rumeurs qui circulaient, mais personne ne savait vraiment. Le mystère entourant la provenance de la tablette est un problème rédhibitoire pour le musée. Le directeur préfère attendre plutôt que de prendre sa décision. En janvier 2003, l'existence de la tablette est rendue publique. Pendant 2 années, le musée d'Israël s'est donné le plus grand mal pour étouffer l'affaire. Pourtant, le secret s'est ébruité. Un article annonçait que la tablette circulait, mais personne ne savait où elle était, ni à qui elle appartenait. Le musée d'Israël et Yitzhak Tsuriel ne font aucune déclaration publique. La presse se contente d'affirmer que l'objet a été certifié par les scientifiques de la Commission géologique d'Israël et qu'il est désormais à vendre. La somme demandée est astronomique, 5 millions d'euros. Cette révélation attire l'attention de l'IAA, l'autorité israélienne des antiquités, un organisme gouvernemental chargé de la protection du patrimoine archéologique. Cet organisme inclut un groupe de prévention des vols. C'est une équipe de policiers savants. La plupart d'entre eux ont étudié l'archéologie, mais ils sont aussi habilités à porter une arme et à arrêter des gens.
L'inspecteur principal de l'unité de prévention des vols s'appelle Amir Ganor. C'est un ancien soldat qui a servi au Liban. C'est un homme très athlétique, qui porte toujours une arme sur lui. Mais il est aussi passionné par l'histoire de l'Antiquité. Il peut passer plusieurs nuits par semaine, en planque, en Cisjordanie, à attendre que des voleurs viennent retourner des tombes pour dérober des trésors antiques et les revendre au marché noir. Cette agence se donne beaucoup de mal pour arrêter les gens, mais sans grand succès. Au fond, l'autorité israélienne des Antiquités passe son temps à courir après des voleurs sans grande envergure. Quelques bédouins qui ont volé 2 lampes à huile ou quelques pièces d'or. En janvier 2003, Ganor reçoit un appel téléphonique. Il doit retrouver la tablette de Joas et son propriétaire. Le problème est arrivé aux oreilles de hauts responsables israéliens. Quand l'article est paru, le ministère de l'Éducation de l'époque a fait pression sur l'autorité israélienne des Antiquités. Selon eux, si la tablette était authentique, elle ne devait pas être ailleurs qu'en Israël. Ganor réunit son équipe et forme une unité opérationnelle. La recherche de la tablette du temple était une priorité absolue. C'était pratiquement la mission la plus importante qui lui avait été confiée de toute son histoire. C'était aussi un ordre direct du ministère. L'agence a laissé tomber toutes ses enquêtes en cours et a fait équipe avec la police israélienne. Ils ont mis en commun leurs équipes pour essayer de retrouver l'artefact. L'unité a pour ordre d'interroger tous les spécialistes et revendeurs connus. Pas un universitaire, conservateur ou collectionneur privé n'échappe à un interrogatoire. Pour mettre la main sur la tablette, la police a déployé un immense filet. Les agents ont pris contact avec toutes leurs sources et tous leurs indices dans le milieu du commerce d'antiquités. Pendant que son équipe se met au travail, Ganor décide de mener sa propre enquête en parallèle. Il prend contact avec le journaliste qui a ébruité l'affaire. Ce dernier refuse de coopérer. Mais l'article évoquait le rôle des scientifiques de la Commission géologique d'Israël. Selon le journaliste, ils auraient authentifié la tablette. Peut-être pourront-ils aiguiller Ganor ? L'enquêteur décide de leur rendre une petite visite. La commission regroupe des experts de renommée mondiale en géochimie et en géologie. Ganor apprend que quelques mois plus tôt, ils ont reçu un mystérieux visiteur. Il s'appelait Itzhak Turiel. C'est la première fois que Ganor entend ce nom. C'était un homme très énigmatique, comme James Bond. Il est venu pour rencontrer le chef de la commission et il lui a annoncé qu'il possédait un artefact unique et qu'il voulait une expertise géologique afin de déterminer s'il était authentique. J'étais étonné. Voyez-vous, je suis capable de lire l'ancienne écriture hébraïque. Donc, j'ai pu lire. Et j'ai tout de suite su que c'était un objet singulier. Pour déterminer l'authenticité de la tablette, le scientifique s'intéresse d'abord à la patine de la pierre, la fine croûte qui se forme à la surface d'une pierre au fil du temps. Mais la patine peut être recréée. Donc, il est nécessaire de vérifier qu'elle ne contient pas de traces d'éléments modernes. Par exemple, si vous trouvez des petits bouts de plastique, c'est un signe que la patine n'est pas d'époque. Mais nous n'avons rien trouvé de suspect.
réalité, la patine présente un vieillissement uniforme sur toute la surface de la pierre. Mais quel âge a-t-elle? Les experts détectent certaines particules permettant de le déterminer. Nous avons retrouvé des traces de charbon, ce qui nous a permis d'évaluer l'âge de la pierre. La Commission géologique d'Israël envoie les échantillons à un laboratoire. Ils dateraient du 3e ou 4e siècle avant Jésus-Christ. De toute évidence, la tablette est très ancienne. Mais provient-elle pour autant du temple de Salomon? La patine se formant lentement, la datation des échantillons de charbon indique que la tablette a dû être créée 500 ans avant Jésus-Christ. C'est-à-dire au même siècle que la destruction de Jérusalem par les Babyloniens en 587 avant Jésus-Christ. Si cette découverte est encourageante, ce n'est pas une preuve concluante. Cependant, les géologues parviennent à isoler d'autres particules. Nous avons trouvé, et c'était étrange, des particules d'or. Leur taille était d'ailleurs très surprenante. Elles mesuraient 1 à 2 microns. Elles étaient minuscules. C'était tout à fait déconcertant. Les murs du temple de Salomon étaient recouverts d'or. Donc, quand il a été incendié, on imagine aisément que des petites molécules d'or ont été dispersées dans l'air et ont pu atterrir sur cette tablette en grès. Les scientifiques de la Commission géologique d'Israël annoncent à Tsuriel que la tablette n'est pas une contrefaçon. Nous avons rédigé un rapport dans lequel nous stipulions n'avoir décelé aucun signe de falsification. Après avoir appris le verdict, Tsuriel disparaît aussi mystérieusement qu'il est apparu. Il était très très secret. Nous avons essayé de l'appeler après lui avoir transmis le rapport. Mais rien. Il était injoignable. Les géologues sont en mesure de fournir le signalement de l'homme, sa carte de visite et une lettre à en-tête, ainsi qu'un numéro de téléphone. Mais tous ces éléments s'avèrent être des faux. Tsuriel est un fantôme. Mais la chance sourit bientôt à l'enquêteur. L'histoire de la traque de Tsuriel par Amir Ganor semble tout droit sortie d'un roman d'espionnage. Et d'ailleurs, un des personnages est un espion. Tel Aviv est célèbre pour ses plages de sable fin baignées de soleil, mais aussi pour ses espions. C'est en effet le quartier général du service de sécurité intérieure israélien, le Shin Bet. Après des semaines d'enquête infructueuses, Amir Ganor est enfin sur une piste prometteuse. Un informateur lui apprend que Tsuriel est un ancien agent du Shin Bet. S'il n'arrive toujours pas à mettre la main sur lui, au moins il sait peut-être à qui il a affaire. En creusant un peu cette piste, il est parvenu à identifier un de ses associés qui allait atterrir à l'aéroport de Tel Aviv. L'alerte est immédiatement lancée et l'ordre d'arrêter le suspect est donné. Ils ont mis sur pied un piège pour le capturer. Ils ont ouvert ses bagages et ont découvert son matériel de mise sur écoute. Au cours de l'interrogatoire, l'homme affirme ne rien savoir sur la tablette ou M. Tsuriel. Mais Ganor sait parfaitement comment le faire parler.
Au cours de leur enquête sur cet individu, l'équipe d'enquêteurs a découvert qu'il avait une maîtresse. Ils lui ont dit qu'ils voulaient lui poser des questions sur la tablette, mais il a refusé. Ils lui ont alors annoncé qu'il disposait d'informations compromettantes sur sa vie personnelle. Il s'est immédiatement ravisé et il a dit « Écoutez, il faut que je prenne un avion pour Paris. Alors, allons-y. Maintenant, je vais vous répondre. » L'homme accepte de parler. Il les met sur la piste d'un autre homme, qui est aussi un ancien agent du Shin Bet. Les enquêteurs, pensant qu'il pourrait s'agir de Tsuriel, se rendent sur son lieu de travail, dans la banlieue de Tel Aviv. En entrant, ils ont vu la secrétaire en train d'essayer de faire passer des ramettes entières de documents dans une déchiqueteuse. Puis ils ont attendu que l'homme revienne. Leur patience est récompensée. C'est Tsuriel lui-même qui se présente. Il s'est assis et leur a confirmé qu'il était bien M. Tsuriel, qu'il avait pris rendez-vous au musée d'Israël, puis auprès de la commission géologique d'Israël, et qu'il recevait ses instructions d'un homme appelé Oded Golan. On va reprendre depuis le début. Amir Ganor reconnaît immédiatement le nom d'Oded Golan. Il l'a déjà rencontré à de nombreuses reprises. En effet, Oded Golan était un des plus grands collectionneurs d'objets antiques à Tel Aviv. Mais il était aussi connu pour avoir en sa possession l'ossuaire de Silouan. À peine 3 mois plus tôt, l'ossuaire de Silouan a fait la une des journaux dans le monde entier. C'est une urne funéraire en pierre datant du 1er siècle avant Jésus-Christ. Elle porte une inscription sur le côté. Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus. L'autorité israélienne des Antiquités s'est rendue compte que ces deux artefacts, qui étaient aussi importants qu'ils étaient suspects, étaient entre les mains d'un seul homme. D'abord, le seul objet jamais retrouvé ayant appartenu à la famille de Jésus. Et maintenant, le seul objet provenant du temple de Salomon. Ils sont inévitablement arrivés à la conclusion qu'il devait y avoir quelque chose de louche derrière tout ça. Amir Ganor pense tenir son suspect numéro 1. Il demande immédiatement un mandat pour perquisitionner le domicile et les bureaux de Golan. Pendant ce temps, un professeur de l'université de Tel Aviv se penche sur le rapport de la commission géologique sur la tablette. Le professeur Goren est catégorique. Le premier examen scientifique de la tablette de Joas, après l'expertise de la commission, a été réalisé par Yuval Goren, qui était le plus grand spécialiste de l'autorité israélienne des Antiquités. Dès qu'il a appris l'existence de l'objet, sans même l'avoir vu, il a déclaré que c'était un faux. Le fait que la pierre ait été parsemée d'or semblait un peu trop parfait à ses yeux. C'était tellement proche de la Bible. Il a élaboré une théorie sur la manière dont on pouvait reproduire ce phénomène avec des morceaux de charbon antique, de la terre et de l'or.
Selon lui, il était possible de berner les scientifiques. Goren affirme que les particules d'or ont été pulvérisées grâce à un brûleur à gaz. Quant à la patine, elle a pu être recréée avec de la poussière de roche mélangée à des matériaux antiques, plongée dans un bain d'ultrasons et appliquée sur la tablette. Il est évident qu'il existe des ateliers de contrefaçon en Israël et en Palestine, où des gens fabriquent des faux. Ils les arrangent, les enterrent, leur appliquent une patine et ils les vendent aux collectionneurs du monde entier. Yuval Goren a estimé, en l'examinant, que ce n'était rien de plus. Un objet manufacturé par l'homme de A à Z. L'opinion éclairée du professeur Goren est sans appel. La tablette de Joas est un faux. Alors que l'éminent spécialiste publie son rapport, Ganor s'apprête à arrêter son suspect. Tel Aviv. Nous sommes à la fin du mois de janvier 2003. L'enquêteur vient d'obtenir un mandat de perquisition. Quelques heures plus tard, à 19 h, les agents de l'autorité israélienne des antiquités et les policiers sont en place. Les agents fouillent ses entrepôts, son bureau et même son appartement. Mon domicile a été perquisitionné pour trouver la tablette de Joas. Je crois qu'ils étaient 12. Il y avait des agents de police et de l'autorité. Ils ont inspecté mon bureau, mes pièces de réserve et tous les endroits où ils pensaient pouvoir la retrouver. Les agents découvrent une lettre de Golan adressée au musée d'Israël à propos de la tablette. Des reçus appartenant à Tsuriel et même des photographies de la tablette. Mais l'objet en question reste introuvable. Les différentes perquisitions qui ont été menées dans les propriétés de Oded Golan ont permis de collecter toutes sortes de choses, mais pas la tablette de Joas. Ganor est désespéré. Pourtant, sur la seule foi de preuve qu'il juge compromettante, il arrête quand même Golan pour possession d'objets volés. D'habitude, Ganor n'interpelle que du menu fretin. Mais le collectionneur est une trop belle prise. Hors de question de le laisser filer. Oded Golan est interrogé, chaque jour, pendant des semaines. Mais il continue de clamer son innocence. Oded Golan n'a fait que nier encore et toujours toute connaissance de la tablette. Ils ont passé 1 mois à le questionner, à l'interroger, mais il n'a jamais craqué. Ils m'ont mis la pression. Ils m'ont confisqué des centaines d'objets antiques et m'ont dit que si je ne leur disais pas ce que je savais sur la tablette, ils ne me les rendraient pas. Ça faisait 12 ans que je collectionnais ces objets. Autant vous dire que ce n'était pas agréable. Pendant 2 longs mois, Golan est interrogé quotidiennement, mais ne dit rien. Peut-être est-il innocent ? Gagné par la frustration, Ganor essaie une nouvelle approche. Il ordonne à des officiers de le prendre en filature quand ce dernier est remis en liberté. Cette surveillance dure pendant plusieurs semaines. Elle finit par porter ses fruits. Dans un quartier de Tel Aviv appelé Ramat Gan, il découvre un autre entrepôt appartenant à Oded Golan.
Quand ils sont entrés dans la pièce, ce qu'ils ont découvert était aussi intéressant que compromettant. Ils ont saisi des outils et des objets en cours de fabrication. Des photographies d'objets, des lettres et des textes qui avaient été recopiés dans des livres. Des moules, des programmes informatiques, des croquis. Des instruments de précision, comme des scies à diamants, des couteaux et des outils industriels. Et ils ont même trouvé des sacs remplis de terre, étiquetés d'après différents sites de fouilles. Ganor est convaincu que la tablette est ici, quelque part. L'équipe met également la main sur du matériel de laboratoire, soigneusement empaqueté dans des cartons. Et même des antiquités en cours de réalisation. Mais pas de tablette. Ils étaient là pour retrouver des objets volés. Mais Amir Ganor s'est rapidement rendu compte qu'ils ne contemplaient pas seulement une collection de fausses antiquités, mais qu'ils étaient dans un atelier de fabrication de faux. Le collectionneur est une nouvelle fois placé en état d'arrestation. Cette fois, pour contrefaçon. Il est soudain au centre d'une enquête qui fait de lui le grand maître de la contrebande d'antiquités. Il a été incarcéré pendant 1 mois et longuement interrogé. Sa vie a changé du jour au lendemain. Il est passé du statut de membre éminent de l'élite israélienne à celui de grand criminel. Mais Golan avance une explication toute simple. Ce ne sont que des machines très simples, grâce auxquelles on restaure des antiquités. Plus jeune, je restaurais moi-même certains objets, comme presque tous les collectionneurs. Tous ces outils peuvent être achetés dans n'importe quel magasin. Ni la tablette de Joas, ni les autres antiquités mises en cause n'auraient pu être produites avec de tels outils. Mais Ganor ne relâche pas la pression sur son adversaire. Et Golan est plus coriace qu'il ne l'imaginait et plus difficile à déstabiliser que l'agent du Shin Bet. Le collectionneur finit par admettre quelque chose. Il en sait même beaucoup sur la fameuse tablette. Ils m'ont demandé si j'avais la tablette. J'ai répondu que je savais beaucoup de choses sur la tablette, que j'étais celui qui l'avait présentée au musée d'Israël, mais que je ne l'avais pas en ma possession. C'est ça que j'ai dit. Elle avait été placée dans un endroit secret parce que je craignais qu'ils ne la confisquent. Donc je leur ai presque tout dit, sauf le fait que je savais très bien où elle était. C'est un semblant de victoire pour Ganor. Le suspect a enfin admis qu'il possédait la tablette. Mais l'enquêteur n'a toujours pas atteint son objectif principal, retrouver l'objet. Cette enquête prend des allures de jeu de piste. Ganor décide qu'il est temps d'intimider Golan et requiert un mandat de perquisition afin de fouiller le domicile de ses parents. Sa technique était, si je puis m'exprimer ainsi, de me mettre la pression. Ils ont débarqué chez mes parents à 3 heures du matin en plus, si je me souviens bien. Tout était calculé. Ils arrivent chez les parents d'Oded Golan. Ils les trouvent assis sur le canapé. Amir Ganor est un peu gêné parce qu'ils ont l'air très âgés et fragiles.
Il observe Oded en se disant « Mais quand est-ce que cet homme va craquer ?» De toute évidence, il aime ses parents et ce qu'ils sont en train de subir n'est pas agréable. Oded dit que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été la perquisition au domicile de ses parents. Quand les agents ont fouillé leur appartement, pièce par pièce. Ils passent l'appartement au peigne fin. Et au moment où il s'apprête à retourner la chambre de ses parents, Oded craque soudainement. Il dit « Bon, d'accord. Je veux voir mon avocat, je vais parler. » Le jour vient de se lever et Oded Golan est sur le point de passer aux aveux. Ils m'ont dit que si je donnais la tablette au gouvernement, j'aurais la garantie d'éviter un procès. Deux jours plus tard, comme il l'avait promis, Golan leur remet la tablette de Joas. L'enquêteur a enfin mis la main sur l'artefact mystérieux. Soit il s'agit de la preuve de l'existence du temple de Salomon, soit ce n'est qu'une contrefaçon de haute volée. Une conférence de presse est organisée pour annoncer la découverte. Tout le monde est réuni. On sent que les gens présents sont impatients de voir la pierre, parce qu'ils savent très bien à quel point elle est importante. Mais l'euphorie est rapidement balayée par la stupéfaction. Quelqu'un l'avait soulevée maladroitement et l'avait fait tomber sur une table. Elle s'était cassée en deux. C'était dramatique. Donc ils ont dû tenir la conférence de presse en présentant cet objet sensationnel qui venait d'être brisé en deux. La tablette s'est fendue le long d'une fissure qui existait auparavant. Ganor a réagi avec une sorte de rire hystérique. Il s'est tourné vers un ami et lui a dit « Au moins, vous n'aurez pas de mal à analyser l'intérieur. » Une commission scientifique est rapidement désignée afin d'expertiser la tablette. Leur conclusion est unanime. L'inscription est une contrefaçon. Amir Ganor a rempli sa mission. Il a mis la main sur l'énigmatique relique et a identifié son propriétaire. Oded Golan est remis aux mains de la justice pour être inculpé. Mais l'irruption de la tablette de Joas dans le monde archéologique ébranle toutes les certitudes et remet en doute l'existence même du temple de Salomon. En décembre 2004, une intense couverture médiatique, aussi bien locale qu'internationale, entoure l'inculpation officielle d'Oded Golan et 4 collaborateurs antiquaires poursuivis par l'État et l'autorité israélienne des Antiquités. Les chefs d'accusation sont multiples. Fraude, recel d'abus de confiance, destruction d'objets antiques et violation de la loi israélienne concernant les antiquités. The extent of the forgeries is worldwide. Many different places, many different museums, many antiquity sellers the world over. We're talking about a fraud that was done at a very high level, a very professional level. Theoretically, we're talking about many years in prison should these people be found guilty. Quand les enquêteurs ont présenté le dossier à la justice, ils ont affirmé qu'il s'agissait seulement de la partie émergée de l'iceberg d'un réseau international de fraude qui avait revendu des objets inestimables aux musées du monde entier. Tous ces musées passaient désormais en revue leurs collections, contactaient la police israélienne et demandaient une expertise sur tel ou tel objet. Ils voulaient savoir s'il provenait de ce réseau organisé à la tête duquel se trouvait Oded Golan.
Si c'est lui le faussaire, il devait avoir de très grandes connaissances en la matière. Pour une contrefaçon, elle était sublime. Septembre 2005. Dans ce tribunal de Jérusalem, le public assiste à la rencontre de la science et des Saintes Écritures. C'est le plus grand procès pour fraude de l'histoire d'Israël. Les témoins se succèdent à la barre pour contester ou défendre l'authenticité de l'objet. C'était une formidable bataille intellectuelle entre les plus grands spécialistes qui passaient leur temps à se contredire les uns les autres. L'accusation réunit 2 panels d'experts qui viennent proposer une analyse de la tablette. Un panel de spécialistes des épigraphes et des inscriptions s'est penché sur les écritures figurant sur la tablette. Je faisais partie du comité des inscriptions. J'ai dit que, selon moi, les inscriptions semblaient authentiques. Rien n'indiquait qu'elles étaient fausses. Puis, je me suis rendu compte que j'étais très isolé au moment du vote. Je suis le seul à avoir dit oui. Les autres ont dit non. Je ne sais pas s'il s'agit d'une contrefaçon ou pas. Je ne pense pas que quelqu'un ait pu contrefaire l'inscription. Mais si c'est le cas, c'est une merveille. Très rapidement, les opinions des experts divergent. Un universitaire disait « On n'écrivait pas ce genre de phrase au 8e siècle avant Jésus-Christ ». Et un autre disait « Justement, voici une phrase similaire datant du 8e siècle ». Et puis un archéologue se levait et montrait une inscription qui regroupait 3 formes de lettrage différentes, écrites sur 3 lignes de la même inscription. Toutes ces histoires de formes et de lettres, datant de tel ou tel siècle, n'ont pas permis de tirer la moindre conclusion. La Cour se tourne vers le second panel qui s'intéresse plus particulièrement aux matériaux. Leur première tâche est d'évaluer l'âge de la tablette. Sans surprise, Yuval Goren, le professeur de Tel Aviv qui avait assuré avant même de l'avoir vu que la tablette était un faux, soutient le ministère public. Il s'emploie à prouver que la pierre ne présente pas de patine antique. Mais son argumentaire est rapidement taillé en pièces par la défense. L'avocat d'Oded Golan s'est levé et a pointé du doigt l'écran de projection. Il a demandé « N'est-ce pas de la patine que l'on voit dans ces lettres ?» Et Yuval Goren a fait « Oh !» Évidemment, il y avait bien de la patine dans une de ces lettres. Yuval Goren a été contraint de réviser son témoignage. Une des lettres dont il avait dit qu'elle ne présentait pas de patine venait d'être projetée en grand sur le mur. Et il avait dû constater que si, il y en avait. Le procès est dans l'impasse. C'est alors qu'une occasion inespérée de forger un consensus se présente. En effet, la tablette a été brisée accidentellement. Nous avons eu de la chance qu'elle soit cassée en 2. On a pu voir des formations que personne n'aurait jamais songé à imiter. La fissure présente elle aussi des traces de patine. Même le plus habile des faussaires serait incapable de contrefaire cet élément. La fissure est remplie de la même patine que celle qui couvre la surface de la pierre et qui est incrustée dans les inscriptions. Si c'est un faussaire qui a fait ça, c'est un génie. Ce détail semble suffisant pour conclure que la tablette est authentique. Mais les experts ne parviennent toujours pas à se mettre d'accord. À plusieurs reprises au cours du procès, le juge, qui n'était pas un tir au flanc mais un homme très intelligent, a pris à partie certains experts et leur a dit « Si vous, messieurs les grands experts, n'êtes pas capables de déterminer si cet objet est oui ou non un faux, comment moi suis-je censé décider ?»
Les années passent. Le sort d'Oded Golan et de la tablette de Joas est entre les mains d'un seul homme, le juge Farkash. En mars 2012, après 8 années, 116 auditions, 138 témoignages et 12 000 pages de minutes, le juge annonce son verdict. Golan est acquitté. Le juge a dit dans son verdict que l'accusation n'était pas parvenue à prouver que la tablette était une contrefaçon, ni qu'Oded Golan avait joué un rôle quelconque dans la fabrication de faux. I am glad that I was found innocent for all the very serious allegations that I had to face. Le juge n'a pas déclaré que ces objets étaient authentiques. Il a dit qu'on ne pouvait pas affirmer qu'ils étaient faux. L'acquittement de Golan est un revers accablant pour l'autorité israélienne des Antiquités. Mais la réaction des experts de l'IAA est particulièrement troublante. Ils refusent purement et simplement de rendre la tablette à Golan. Après la relaxe, ils ont fait ce qu'on appelle un virage à 180 degrés. Ils avaient gardé l'ossuaire et la tablette pendant le procès, refusant de les rendre à Golan, en affirmant que ces antiquités étaient peut-être des faux. Et maintenant, ils les gardaient parce qu'elles étaient peut-être authentiques. Le juge Farkash avait justement spécifié à l'IAA qu'il était hors de question de faire volte-face. Mais c'est exactement ce qu'ils ont essayé de faire. Heureusement, la Cour d'appel, il faut le dire, les en a empêchés. Deux ans plus tard, en 2014, la justice rejette l'appel de l'autorité et la tablette est enfin rendue à son propriétaire. J'ai reçu une lettre très étrange de l'IAA. En fait, pas d'eux directement, mais de leur avocat. C'est mon avocat qui l'a reçue. Elle disait « L'IAA ne voit pas d'objection à ce que M. Golan vienne pour récupérer son objet. » Ce sont les mots exacts de la lettre. Donc, une décennie après avoir été traîné dans la boue, comme un faussaire et un grand criminel, Oded Golan a pu, sans tambour ni trompette, sans cérémonie publique, venir récupérer sa tablette en main propre. Aujourd'hui, Oded Golan continue de collectionner les objets et projette de permettre au grand public de contempler la tablette. Je pense que je suis parvenu à surmonter la majeure partie des difficultés. J'ai pu remettre mon entreprise sur pied, mais j'ai perdu des millions de dollars. Nous vivons dans un monde, et ça je l'ai découvert par accident, où personne ne peut jamais savoir ce qui va lui arriver, pour le meilleur ou pour le pire. Golan a été disculpé, mais personne ne sait à ce jour si la tablette est authentique ou s'il s'agit du chef-d'œuvre d'une équipe de faussaires. Si c'est une contrefaçon, alors un groupe d'artisans talentueux, maîtrisant des connaissances hors du commun dans le monde des faussaires, a gravé une tablette de grès, l'a enduite de patine et a essayé de la faire passer pour un authentique artefact. Mais si elle est vraie, alors il s'agit de l'unique preuve de l'existence du fabuleux temple du roi Salomon.